Merci beaucoup pour l'opportunité de présenter, de faire une synthèse des travaux en cours sur ce sujet. Je pense que la raison, c'est du latex, hein, donc je ne sais pas très bien manipuler. J'ai pas fait, mais effectivement, il faudrait que j'y pense. Le grand phi existe, ouais, j'aurais dû faire attention. Très bien. Merci. Donc en fait, ce que je vais présenter, c'est, disons, une synthèse de travaux que je mène depuis plusieurs années avec différentes personnes pour comprendre ce qu'on peut dire sur les équations de Maxwell pour les plasmas anisotropes qu'on rencontre dans les plasmas de fusion, donc typiquement le projet ITER, pour faire simple. D'accord ? Et alors, en mathématiques, je remercie spécialement donc, Martin Campos-Pinto et Anouk Nikolopoulos qui fait sa thèse avec nous sur ce sujet. Et en physique des plasmas, je remercie spécialement Stéphane Euro et Laurent Collat qui m'ont expliqué l'intérêt de ces équations que je ne connaissais pas et bon, un certain nombre de financements. Alors, mon plan est classique. Je vais parler des modèles, disons, dans une première partie, pour essayer d'expliquer d'où vient le problème. Et puis ensuite, on va regarder ce qu'on peut dire mathématiquement et pourquoi il y a des difficultés mathématiques sur un problème spécifique. Bon, ok, alors ça c'est un plan de coupe du projet ITER hein, qui est en train d'être construit à Cadarache, à Aix-en-Provence en ce moment. Hein. Donc c'est un tokamak, hein, c'est pour atteindre la fusion thermonucléaire par confinement magnétique. Donc il y a un très fort champ magnétique qui est généré par tout ça. La chambre principale fait 5 mètres d'eau, hein, donc c'est gigantesque. Ça, c'est c'est une photo que j'avais prise du chantier au mois de mai quand j'avais visité le chantier. Donc c'est absolument gigantesque. Le tokamak est en train d'être construit ici. Hein. C'est absolument gigantesque et vous pouvez vous en rendre compte en considérant que les grues sont des grues de chantier gigantesques. Il y en a plusieurs et il y en a encore d'autres autour. Donc c'est réellement un très grand chantier. Ça, c'est un design de West qui est une reconfiguration de Torsupra qui est le tokamak actuel, le peu plus petit, qui est à Cadarache. Et vous voyez ces éléments d'antenne, c'est ça qui va nous occuper dans cet exposé. Très bien. Alors West est reconfiguré pour qu'il y ait des éléments de type ITER soient testés. D'accord ? Et là, je vais vous montrer un petit film. Je pense qu'il est bon. Ouais, parfait. Toc, 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 toc. D'une décharge qui a eu lieu au mois de décembre ou de janvier. Donc je vais le faire passer doucement. Ça m'a été communiqué par Yannick Marandé de la Fédération de recherche sur la fusion par confinement magnétique. Alors faisons-le doucement. Qu'est-ce qui se passe ? Bon, ben, voilà, au début, une décharge plasma est créée. Et maintenant, il s'agit de stabiliser ce plasma. Alors on se rend compte que ce n'est pas forcément très, très simple, d'accord, hein, de le stabiliser. Mais en plus que de le stabiliser, il va falloir le chauffer pour atteindre cette température de 100 millions de Kelvin pour que la fusion puisse apparaître, puisse se dérouler. Et c'est ça qui nous intéresse. Et un des mécanismes de chauffage possibles, c'est d'utiliser des antennes sur le côté, ces grosses antennes-là, et d'envoyer une onde électromagnétique secondaire pour chauffer le plasma, un peu comme si vous aviez un four à micro-ondes. Sauf que c'est un plasma fortement anisotrope, et d'ailleurs, quand j'ai arrêté le film au début, là, vous voyez, il y a les éléments d'antenne. Donc à partir de maintenant, enfin à partir de tout mon exposé, le plasma va être considéré comme stationnaire, et on va envoyer une onde dedans. Ça va être ça la difficulté. D'accord ? Très bien. Donc à partir de ces principes, hein, il y a une séparation d'échelle et on peut se contenter, pour le champ électromagnétique secondaire généré par l'antenne, de le modéliser grâce aux équations de Maxwell, champ électrique, champ magnétique. Il y a un courant parce qu'en face de vous, vous avez un plasma, donc c'est des particules chargées. Et ici, pour faire simple, on ne modélise que les électrons. Hein, en plus, les ions sont plus lourds, donc pas de raison. Et on voit un certain nombre de paramètres. Donc, il y a le courant électrique, vous avez la vitesse des électrons, vous avez la densité du plasma qui va jouer un rôle absolument critique dans tout ce qu'on va dire. Et puis, il faut modéliser la réponse des électrons. Hein, donc, ça, c'est le M gamma, en face de la force de Lorentz, donc qui est linéarisée. Hein, vous voyez, donc E, c'est le champ électrique secondaire en quelque sorte, UE, c'est la vitesse des électrons, et B0, c'est le champ magnétique principal, qui est le champ magnétique du tokamak, celui qui sert à confiner le plasma et à guider les particules. D'accord ? Donc vous voyez bien qu'il y a une linéarisation de la force de Lorentz, c'est ça qui donne ça. Et alors là, il y a une autre quantité qui va jouer un rôle absolument majeur, qui va être la friction des électrons sur les ions, pour faire simple. Mais alors, donc c'est quelque chose qui est très petit, hein, parce que nu, c'est un paramètre de friction. Donc dans les plasmas de fusion qui sont très faiblement collisionnels, disons, moi je retiens cette valeur adimensionnée. Donc on peut avoir envie de mettre nu égal à 0. Mais en fait, on n'a pas le droit pour les raisons que je vais expliquer.
D'accord? Très bien. Donc ça, c'est le modèle dit du plasma froid. Très bien. Et alors, comme on s'intéresse à des antennes, la modélisation d'une antenne, de manière très immédiate, hein, on passe en harmonique, on se met à la fréquence de l'antenne, et puis on peut calculer explicitement le dt de UE, disons, devient moins I oméga UE, et on peut assembler explicitement, disons, la fréquence de l'antenne avec le paramètre de friction qui maintenant s'interprète mathématiquement. C'est très agréable parce que c'est un décalage dans le plan complexe des fréquences. Là, on le voit parfaitement arriver. D'accord? Et on peut, disons, inverser ce petit système linéaire qui va nous donner la vitesse des électrons en fonction du champ électrique. Et puis à partir de là, classiquement, évidemment, on élimine le champ magnétique aussi en fonction de E, et on obtient des équations de Maxwell en dimension 3. Donc là, c'est en harmonique, hein, d'accord. Mais alors, là, le truc qui est vraiment important, c'est ça, hein, c'est qu'il y a un tenseur diélectrique, qui est le tenseur équivalent, hein, et qui est maintenant une matrice, et tout calcul fait, voilà, c'est ça qu'on trouve. Alors là, on a considéré que le champ magnétique porteur était dans l'axe Z, pour simplifier. Ça s'appelle le repère de Stix chez les physiciens. Très bien. Je peux te poser quelques questions sur la modélisation. Donc tu as dit les ions sont beaucoup plus lourds, certes, et donc on n'en tient pas compte. Pourquoi? Là, j'en tiens pas compte dans ce modèle simplifié, sinon ça rajoute des équations. Donc les physiciens font ça en permanence, de rajouter les bonnes équations pour modéliser les ions, mais à dire vrai, tout ce qu'il faut faire généralement, c'est de regarder, par exemple, pour une fréquence donnée, est-ce qu'il y a besoin de modéliser telle ou telle particule. Et là, pour faire simple, j'élimine systématiquement les ions. Et alors donc, tu as parlé à plusieurs reprises de linéarisation. Oui. Qu'est-ce qui est petit, qu'est-ce qui est grand? Pourquoi on a droit à cela? Et notamment, pourquoi on a une équation aussi simple pour UE? Il n'y a que B0. Alors B0, c'est parce que c'est le champ magnétique principal du taux. Voilà, très bien. Et donc ça, c'est le modèle du plasma froid. Et les physiciens eux-mêmes, depuis les années 60, ont dit que ce modèle est étonnamment prédictif. Donc je ne justifie pas cela et je me contente de repartir de ce que font les physiciens. Mais c'était pour expliquer d'où viennent les modèles. Mais effectivement, il faudrait peut-être le justifier. Mais là, en fait, il y a un abus énorme qui est fait, c'est que le champ magnétique principal, le B0, en fait, il a une courbure, il n'est pas aussi simple, il n'est pas uniquement dans la direction Z. Mais quelque part, pardonne-moi, mais quelque part, pour les ions et les électrons, là, il y a des experts dans l'assistance, je me serais attendu à avoir un modèle couplant Vlasov et Maxwell. Il va y en avoir un après. Okay. D'accord ? Donc là, en fait, c'est le modèle, néanmoins, c'est le modèle qu'il y a dans les codes de simulation. Et alors, là, je pointe du doigt tout de suite que ce tenseur diélectrique anisotrope est tel que, on voit apparaître des fractions rationnelles. Alors, dans tout ce que je vais présenter, oméga, et donc oméga tilde, qui est oméga plus si nu avec nu petit, hein, sera très différent de oméga c, de la fréquence cyclotron, qui dépend du champ magnétique. Ça veut dire que le champ magnétique, je le considère comme constant, et on va se mettre à une fréquence franchement différente de oméga c. Donc ça sera une constante, on va l'éliminer, si vous voulez, ça vaut 1, il n'y a pas de problème. En revanche, comme vous avez 1 moins quelque chose, si les coefficients sont bien choisis, vous pouvez annuler la partie diagonale et faire en sorte qu'elle soit dominée par la partie extradiagonale. Et ça, c'est ce que s'appelle les équations en mode X, ou extraordinaire dans le langage des physiciens. Et c'est là qu'il va y avoir la résonance hybride. Donc dans tout ce qu'on va faire, dans tout ce que je vais présenter en tout cas, on va s'intéresser à des situations à la fin où ceci va s'annuler dans certaines zones et va être dominé par la partie extradiagonale. Et là, il y a déjà des difficultés, indépendamment de tout ce qu'on vient de dire. Alors, il faudrait parler normalement des conditions au bord, et c'est là qu'il va apparaître d'ailleurs des modélisations plus fines en électrons. Sauf que dans tout ce que... Bon, alors, que dire simplement ? Vous avez un mur, vous avez une antenne, c'est quelque chose de métallique, on peut utiliser des conditions de bord métallique standard, voire des conditions de type mixte avec un coefficient ad hoc bien choisi. Bon, très bien, mais linéaire toujours. Il se trouve que, et ça vraiment je remercie mes collègues physiciens de m'avoir expliqué ça, il se trouve qu'en fait c'est loin d'être suffisant, car quand vous avez une antenne en fonctionnement, grâce au fait que vous avez un champ magnétique principal, eh bien, si vous faites de l'imagerie infrarouge, vous avez des parties de l'antenne qui sont particulièrement chauffées, pour la raison que des phénomènes non linéaires se déroulent sous certaines conditions d'alignement des éléments d'antenne et du champ magnétique. Ça a donné lieu à un projet Eurofusion qui était porté par Laurent Collat.
Et je vais présenter un tout petit peu très vite les modèles non linéaires, certains modèles non linéaires, mais sans absolument rentrer dans les mathématiques. Alors pourquoi, quand vous avez un plasma, il se passe quelque chose de différent à un mur métallique que si c'était, disons, quand on regarde le vide ou l'air, ou disons un gaz neutre, voilà, très bien, c'est qu'on a des ions et on a des électrons, et que ces particules ont des charges, mais elles ont aussi des masses très différentes. Et comme elles ont des masses très différentes, on peut complètement imaginer que la mobilité des électrons près de la paroi est plus grande que celle des ions, et en quelque sorte, les électrons vont être capturés par la paroi, ça va générer un déséquilibre de charge, et ce déséquilibre de charge va donner lieu à une condition de gain, une condition de Bohm, là c'est là les fameuses conditions de gain que connaît François Gols, et ça donne lieu, ça c'est un résultat d'un calcul, à un changement, enfin, à une différence de potentiel électrostatique, d'accord, à la paroi. Il faut regarder la courbe bleue, oubliez les autres, d'accord. Alors, c'est en plus affreusement compliqué, parce qu'il faut imaginer qu'en plus, il y a le champ magnétique B0 qui a un angle, il faudrait modéliser ça, personne ne sait vraiment le faire. Et il faudrait en plus modéliser le fait qu'on a une antenne et qu'il faudrait prendre ça en compte dans la modélisation de la gaine. Donc tout ça dépasse de loin ce qu'on peut faire dans le cadre de cet exposé, mais par exemple, un modèle simple qu'on avait regardé avec Martin Campos-Pinto dans le cadre de la thèse de Mehdi Batsi, c'était justement de repartir de Vlasov pour les ions et les électrons, couplé avec le champ électromagnétique, mais en configuration monodimensionnelle, en fait, il suffit de le coupler avec Poisson. Et on avait étudié, on avait montré qu'il existait des solutions stationnaires non triviales de ce système. Et là, vous voyez, il y a tous les paramètres physiques, donc on se rend compte que c'est non linéaire, mais c'est assez compliqué au bout d'un moment, en mettant des conditions d'entrée bien choisies, je ne vais pas rentrer dans le détail. Et puis, et en tout cas, on avait réussi, me semble-t-il, pour la première fois, à justifier mathématiquement avec un modèle de type Vlasov-Maxwell ces conditions de gain, puisqu'on a identifié des solutions stationnaires non triviales. Mais, donc ça, c'est ce qu'on a fait, mais ce n'est pas du tout ce que font, ce dont il y a besoin, ou plutôt, il y a besoin de faire l'étude dont je viens de parler à un certain niveau microscopique, disons à la longueur au niveau de la longueur de Debye, qui est faible. Mais dans un code macroscopique, qui est ce que les physiciens désirent utiliser, le modèle de gain est transformé en un modèle assez non linéaire, c'est le moins qu'on puisse dire, dans lequel certaines composantes du champ électrique sont couplées avec des composantes supplémentaires du nouvel inconnu, qui en fait modélise le champ électrostatique dont on a parlé, le déséquilibre de charge. Et le fameux VF, là, c'est la différence de potentiel qu'on peut chercher dans les tables. Et après, en faisant un certain nombre de simplifications encore, on peut aboutir, alors là je simplifie tout à l'emporte-pièce, hein, ça c'est ce qui me reste de mes équations de Maxwell linéaires, mais je mets juste le doigt sur le fait qu'on a des conditions au bord, et ça c'est un Laplacien surfacique de type Beltrami, une puissance quatrième du champ électrique, et ça c'est ce qui peut rester de la condition de gain. Donc ça fait des conditions non linéaires, complexes, des modèles qui sont en train d'être développés dans la communauté des physiciens des plasmas. Et moi, dans le cadre de mon exposé, j'évacue définitivement cette question, j'en ai parlé parce que c'est important, et je me contente maintenant d'utiliser des conditions au bord linéaires, et j'en dirai pas plus sur cette question. D'accord ? Mais on peut en parler, évidemment, au moment des questions. Alors, maintenant, donc à partir de maintenant, les conditions au bord seront de type linéaire, et on va se focaliser sur ce qu'on peut dire sur les équations de Maxwell harmoniques, avec des tenseurs diélectriques. Alors maintenant, ce tenseur diélectrique, qu'est-ce que c'est ? C'est une matrice. C'est une matrice... je ne l'ai pas expliqué, mais quand nu égale à 0, il n'y a pas de dissipation d'énergie, parce que j'ai un plasma sans collisionnalité. Donc la matrice est hermitienne. Donc epsilon 0, qui est en fait la limite de epsilon nu quand nu égale à 0, est une matrice hermitienne. Donc qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus ? Essentiellement, il y a deux régimes connus dans la littérature. Soit epsilon 0 est une matrice hermitienne, on va dire définie positive partout uniformément, le problème est coercif et bien posé. Soit epsilon 0 est... c'est peut-être le contraire. Soit epsilon 0 est négatif partout et le problème est coercif bien posé uniformément. Soit il est positif partout, disons c'est le régime propagatif pour les ondes électromagnétiques, dans un milieu complexe, mais enfin propagatif. Mais en fait, et nous on est dans un cas, il se trouve qu'on est dans un cas où epsilon 0, qui est une matrice hermitienne, a ses valeurs propres qui changent de signe.
au travers justement de la résonance hybride, enfin, dû au fait que les paramètres plasma sont variables. Et donc, en fait, ce n'est pas couvert par la théorie. Alors, on pourrait penser qu'il suffit de faire une aimable interpolation entre deux théories pour s'en sortir, et ce n'est absolument pas le cas. En fait, quand epsilon a des valeurs propres qui changent de signe, la wave change de signe, pour faire simple, eh bien, si on fait une analyse qu'on avait fait il y a quelque temps avec Lise Marie, Humbert Gérard et Ricardo Vedder, eh bien, on peut faire une analyse en principe d'absorption limite et comprendre qu'en fait, en dimension 1, la composante horizontale du champ électrique, enfin celle qui est alignée avec la normale à la singularité, hybride, je vais préciser ça après, en fait, quand on fait nu qui tend vers 0, on récupère pour certaines composantes des masses de Dirac et des valeurs principales, des choses qui sont 1 sur x. Enfin, des choses qui sont complètement non standards, absolument pas de carré sommable. Et donc c'est là qu'on avait commencé un peu à comprendre qu'il fallait travailler. Alors, disons, ce n'est pas tout à fait la même chose que disons, les singularités de coin et les singularités géométriques dans les équations de Maxwell, qui sont un autre sujet connu, parce que ça, disons, c'est une singularité qui, on va voir, hein, qui se déroule à l'intérieur du domaine et qui pourrait... voilà. Donc c'est ça que je dois expliquer. Donc là, maintenant, j'en termine de la présentation des modèles et on va maintenant se focaliser sur l'analyse de la singularité pour cette équation de Maxwell. D'accord ? Alors, moi, la manière que j'ai, enfin, moi, celle que je préfère, hein, donc je vous la présente, hein, que je trouve la plus simple pour comprendre pourquoi il y a une singularité dans les équations de Maxwell avec un tenseur anisotrope qui présente les caractéristiques dont j'ai parlé, ça consiste en plan, c'est-à-dire en considérant des solutions qui ne dépendent que de la variable x, de regarder le cas limite et de construire une solution analytique qui va permettre de comprendre ce qui se passe. C'est une solution analytique un tout petit peu non triviale, mais qui va permettre de comprendre ce qui se passe. Donc là c'est ce qui me reste de mon Rotrod 2. Ça, c'est le reste qui reste de Rotrod 2 quand des y et des z sont nuls. Ça, c'est ce qui reste du tenseur diélectrique. Et là, vous avez les coefficients du tenseur diélectrique. Hein. Vous avez le bloc de 2, puis gamma, qui est une partie résiduelle pour la troisième composante qui ne va pas jouer vraiment de rôle. Enfin, pas à ce niveau-là, en tout cas. Et puis, alors évidemment, dans le vide, alpha, disons, vaudrait 1 et delta vaudrait 0. Donc, dans le vide, on aurait tout de suite 1 égale à 0. Mais ici, alpha, qu'est-ce que ça vaut? Alors, on regarde à nouveau nos paramètres plasma. On fait l'hypothèse qu'on est en 1D et que les paramètres plasma décrivent un plasma qui est devant vous. Et ce plasma qui est devant vous, il se trouve que la densité du plasma augmente. Vous voyez, c'est normal, puisque vous êtes à la paroi, et puis vous regardez ce qui se passe quand vous allez vers le cœur du plasma, et le cœur du plasma est censé être un plasma dense. D'accord? Donc NE augmente, et donc alpha diminue. En revanche, si B0 est à peu près constant, delta est une constante, strictement positive, dirons-nous. Voilà. Et donc il y a un point particulier, qui va être le point de résonance hybride, pour lequel alpha traverse 0, donc alpha c'est la partie diagonale du tenseur, et justement va être dominé par la partie extra-diagonale. C'est exactement ça. Donc dans tout ce qu'on fait, il suffit de retenir simplement que localement à la singularité, alpha c'est comme Rx au premier ordre, et delta est strictement positif. Et regardons ce qui se passe. Il se passe que si on peut construire une solution analytique. Il suffit de prendre alpha égale moins x et delta égale racine de 1 moins x sur 4 plus x2. Et vous pouvez donc... Ah, j'ai oublié de dire. Vous pouvez donc éliminer, si je l'ai dit là, mais... Donc là, on élimine 1, on élimine la composante en x du champ électrique. Et quand évidemment, on voit apparaître un delta carré sur alpha, et vous comprenez bien tout de suite que, dans le cas, avec les coefficients que j'ai choisis, ce delta carré sur alpha moins alpha, ça vaut exactement ça. Il se trouve que c'est une équation dont les solutions naturelles sont des fonctions hypergéométriques, mais dans ce cas présent, c'est l'équation de Whittaker, et miraculeusement, enfin moi je trouve en tout cas, elle a une solution analytique simple, x exponentielle moins x sur 2, vous pouvez vérifier. Ce qui fait que vous pouvez calculer la deuxième par variation de la constante, et la deuxième c'est exponentielle x sur 2, plus un logarithme multiplié par x exponentielle moins x sur 2. Donc les deux solutions élémentaires de cette équation sont des fonctions, disons, bornées, gentilles. Et donc maintenant, on peut représenter la solution générale par combinaison linéaire. Attention, par combinaison linéaire de part et d'autre de la singularité, de x égale à 0. Hein. C'est AU plus BV, bon bah là c'est parfait, AU plus BV si A et B sont des coefficients quelconques. C'est une fonction qui est dans L de log, parce qu'au motif que ça c'est dans L de log. Si vous regardez le champ magnétique et la dérivée de E2, pas de problème, parce que ça c'est régulier. Là, si vous dérivez ça, vous récupérez un log c'est encore dans L2, c'est bon. Pour ce que nous on désire faire, c'est bon. Mais si vous regardez maintenant ce qui se passe pour la composante
en x, disons en E1, du champ électrique, bah, vous prenez ça, vous divisez par delta et vous divisez par alpha, et vous avez quelque chose qui est en 1 sur x. Et c'est pour ça qu'il y a un problème de fond, en fait. C'est pour ça qu'il y a un problème de fond, et ce n'est pas dans L2log. Alors, au début, nous, on trouvait que c'était catastrophique d'un point de vue mathématique, mais en fait, vous allez voir, au moment des simulations numériques, il y a un effet... En fait, c'est très, très intéressant, le fait que... Bon, très bien. Donc, toujours est-il que, c'est clair, que ces équations, de manière générique, eh bien, sont mal posées dans L2, au motif que la théorie générale ne permet pas de couvrir ce cas et qu'il y a des solutions analytiques simples qui permettent d'expliquer. Donc, dans ce cas-là, la méthode générale, c'est de rajouter, de ne pas oublier le fait qu'il y avait un petit paramètre de friction, de le rajouter, de vérifier que ça régularise les équations, et puis de passer à la limite. Donc, c'est ce qui s'appelle évidemment le principe d'amplitude limite. Donc, ça, c'est la stratégie générale qu'on emploie maintenant, et on essaie de caractériser la limite. Alors, sauf qu'il faut caractériser cette limite à l'intérieur de quelque chose qui correspond aux équations de Maxwell, et c'est là qu'il y a les difficultés. Donc, en U est strictement positif, le problème est bien posé, on peut vérifier, ça, il n'y a pas de difficulté. Sauf que maintenant, il faut passer à la limite quand U tend vers 0, et puis il faut caractériser les limites. À dire vrai, est-ce qu'il y a une limite? Ce n'est pas clair. Les physiciens ne sont pas complètement clairs là-dessus. Donc, on ne sait pas au début s'il y a une limite. Bon, vous allez voir qu'on peut caractériser la limite avec les outils qu'on est en train de développer. Enfin, avec pas mal d'outils qu'on est en train de développer. Alors, j'ai fait, disons, au fil des années, j'ai contribué avec plusieurs collègues à différentes études qui essayaient de caractériser cette limite. Donc, avec Ricardo Vedder et Lise Marie, on a fait une certaine étude. Avec Olivier Lafitte et Lise Marie encore, on a fait une autre étude par déformation dans le plan complexe. Et là, je présente la méthode des équations manufacturées qu'on est en train de développer avec Martin Campos-Pinto et Anouk Nikolopoulos, qui vise à la fois caractériser la solution limite et à donner des formulations qui vont être très utiles pour faire du calcul numérique. Donc des formulations très robustes et véritablement, c'est la voie que je poursuis actuellement. D'accord ? Les autres outils ne permettaient pas de le faire. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une solution manufacturée? Bon. En fait, ce n'est pas très compliqué. C'est une technique de comparaison. On va fabriquer des quasi-solutions, des solutions de référence qu'on peut fabriquer à la main. Et puis qu'on a 3 propriétés. Des formules qu'on connaît à la main. Pour ça, je vais me servir éventuellement des études précédentes qu'on avait développées avec Olivier. Ce sont des solutions du problème non homogène, mais non homogène, mais avec des seconds membres qui vont être bornés dans L2 uniformément en U, c'est ça qui va permettre de passer à la limite. Et puis après, il va falloir mettre en place une stratégie de comparaison des solutions manufacturées avec le champ électromagnétique EB. Ah oui, j'ai oublié de dire. Donc FC, c'est parce que F, c'est la solution manufacturée pour E, donc c'est la lettre juste après E, et C, c'est la lettre juste après B. D'accord ? Et epsilon nu est transformé en epsilon 0, la partie hermitienne, plus I nu identité. Voilà, très bien. Et voilà. Alors, en fait, je ne rentre pas dans le détail, mais c'était une idée qui était venue par comparaison avec des techniques d'entropie de Khrouchtchev. Et vous allez voir, parce qu'à un moment, il y aura des fonctions de cutoff qui vont apparaître. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais... Voilà, en tout cas, c'est ça qu'on va essayer de faire. D'accord ? Et puis, pour caractériser cette solution limite. Alors, en voilà une. C'est la plus simple, entre guillemets. Okay, donc en 1D, hein, d'accord. Donc vous avez F1, donc alpha c'est une fonction de x, localement ça vaut Rx, hein, je vous rappelle. F1 donc c'est comme E1, enfin c'est ce qu'on espère en tout cas. F2 c'est comme E2, c'est ce qu'on espère encore. Et C3 c'est comme B3, et on va voir si cette expression est bien choisie. Alors quand vous prenez F1, F2, C3 qui sont là, alors F1 c'est la variable vraiment dangereuse, hein, parce que quand nu tend vers 0, ce truc-là localement c'est en 1 sur x. Hein. D'accord ? Enfin, toujours est-il que si vous les jetez dans les équations de Maxwell, C3, c'est une fonction qui est dans L2, F2, si delta est régulier, uniformément positif, il n'y a pas de problème, ça c'est bien dans L2. F1 et F2 sont bien choisis de telle sorte que le G1 est exactement 0, vous pouvez vérifier, hein. Vous prenez ça et ça, vous mettez là-dedans, ça fait exactement 0. Et le degré de liberté qu'on a eu, finalement, c'est dans le choix de C3, et C3 a été bien choisi. Pourquoi ? Parce que regardez, ici, là on a I delta F1, et F1, c'est une fonction qui a 1 sur x. Et delta, il est non nul. Donc ça, c'est réellement quelqu'un de dangereux. C'est quelqu'un qui est vraiment en 1 sur x. Et donc C3, c'est une fonction bien choisie qui est déterminée de telle sorte que quand on calcule sa dérivée,
ces deux termes-là se compensent exactement, et donc on peut faire des techniques de différence. Et par exemple, ici, vous avez le delta de x qui vient de là, et là, vous avez le delta 0 qui vient de là. Et évidemment, delta de x moins delta de 0, si delta est C1, c'est quelque chose qui est en x, et on peut maintenant diviser par Rx plus Inu, et c'est pour ça que ce truc-là est uniforme maintenant. Et donc ça marche bien. Donc voilà. Donc ça, c'est le premier élément. Les deux premiers éléments, elles sont connues analytiquement, et on sait qu'elles sont solutions du système inhomogène avec des seconds membres bornés uniformément dans le 2. Alors, je montre aussi que F1, F2 et C3 sont aussi bornés uniformément dans L2 avec des limites naturelles, mais pas F1. Et alors là, maintenant, on fait ce petit calcul. Un calcul de comparaison qui vient de formules de type vecteur de Poynting. Donc on est en train de faire un bilan d'énergie. On prend une fonction test phi, c'est infini, enfin c'est un 0, strictement positive ici, mais qui est non nul en x égale à 0. Et on fait ce calcul. Alors qu'est-ce qu'on fait? On prend le champ magnétique vrai, le champ électrique vrai, le champ magnétique et électrique manufacturé. On regarde ce produit, on multiplie par phi prime. Donc là, c'est là qu'on voit que ça vient des techniques faibles, en fait, un peu, bon, très bien. Et on se rend compte que quand on fait ce calcul, parce que pour nu strictement positif, tout ça est bien défini, on peut intégrer par partie à l'envers et se rendre compte qu'on a bien designé F2 et C3, et se rendre compte qu'on obtient quelque chose qui est l'effet, donc qui est Q3B3 moins G2E2. Et ça, c'est des choses qui sont connues, ça dépend des seconds membres des solutions manufacturées. Et B3 et E2, c'est les champs inconnus que je cherche à caractériser. Mais toujours est-il que là, maintenant, c'est une relation qui est linéaire et qui est non triviale parce qu'il y a ces champs manufacturés là, qui ont ces singularités un peu particulières. Alors, on fait une étude complémentaire. On vérifie que la deuxième composante du champ électrique et B3 sont également bornées dans L2 uniformément en U, comme l'étaient les solutions manufacturées. Et donc, on a le droit de passer à la limite au sens faible. Et donc, comme on passe à la limite au sens faible, enfin, comme on a le droit, on le vérifie, on a le droit d'écrire ça. De toute façon, au niveau des principes, maintenant, on a le droit de l'écrire, pourvu que toutes ces choses aient une limite dans L2. D'accord? Je vous rappelle que B3 et E2, ce sont les inconnus. Tout le reste, c'est des coefficients. Enfin, c'est des choses connues. Alors, et c'est une limite qui est non triviale. Alors, pourquoi je dis qu'elle est non triviale? Je reviens un tout petit peu en arrière. À cause de ce terme-là. Alors, en fait, c'est assez méchant. Ça, c'est du 1 sur x, ça, c'est du log de x, ça, c'est un peu méchant. Mais là, c'est non trivial à cause de ce terme-là, parce que arc tangent de Rx sur nu, ça prend une valeur différente quand nu tend vers 0, si nu tend vers 0 par valeur positive ou négative. Donc, en fait, ça tendra soit vers ça, soit vers l'autre, en fait. Soit vers le heaviside, soit moins vers le heaviside. D'accord. Donc, voilà. Donc, maintenant, on a une relation intégrale non triviale qu'on peut écrire avec les solutions manufacturées. Et donc, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On essaye d'assembler un système global. C'est pour ça que maintenant, je dis c'est global analysis. Qu'est-ce qu'on fait? Je reprends mes équations de Maxwell, alors sous une forme simplifiée. Là, c'est en dimension 1 d'espace. On a une nouvelle fois éliminé E1. E2' égale B3, on peut l'écrire sous forme faible sans difficulté. Donc voilà, je l'écris sous forme faible. B3' égale delta carré sur alpha moins alpha E2, je l'écris pour les équations limites. Sauf qu'évidemment, je divise par alpha, et comme je divise par alpha, je ne peux pas prendre n'importe quoi comme fonction test. Par exemple, si je veux que E2 soit dans L2, parce que j'aimerais bien avoir ce genre de contrôle, phi2, en fait, il y a quelque chose qui est agréable, c'est qu'il suffit de prendre phi2, une fonction test qui est dans H1 et qui s'annule à l'origine. Pourquoi? Parce que phi2 sur alpha, c'est comme phi2 sur x, et grâce à l'inégalité de Hardy, si phi2 est dans H1, phi2 sur x est dans L2, et donc j'ai le droit d'écrire ça. Donc je l'écris. Bon, on écrit les conditions au bord, je ne m'étends pas. Et là, on comprend que comme on ne peut pas utiliser toutes les fonctions test, parce qu'on ne peut pas prendre tout H1, il manque une information, et d'ailleurs il manque une information à la singularité. Et alors qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qu'on fait? On rajoute justement une relation intégrale non triviale qu'on vient d'écrire avec une solution phi bien choisie qui ne s'annule pas à l'origine et les solutions manufacturées. Et donc on complète, en fait, voilà, et donc on complète les équations de Maxwell qu'on peut écrire. Alors bon, là c'est une version 1D très simple, et à la singularité, on complète avec une relation intégrale. Donc c'est un système qui est en quelque sorte différentiel, enfin sous forme faible et intégrale. Et le résultat, que je ne démontre pas, mais là c'est en dimension 1, donc vous pouvez croire que ce n'est pas trop difficile de le montrer, mais enfin en tout cas, la difficulté c'est d'assembler ce système, en fait, d'accord? Qu'en fait maintenant c'est un système qui est bien posé. C'est-à-dire qu'il y a existence et unicité de la solution
E2B3 de ce système. Voilà. Donc voilà. Et en plus, ça coïncide avec la solution physique, c'est ça qui est important. La solution physique limite. Donc ça y est, maintenant, on a identifié la solution physique. Et d'ailleurs, vous pouvez vérifier qu'on ne contrôle pas E1. E1, on le récupère a posteriori. Très bien. Donc à partir de là, on a essayé d'étendre cette technique, et je vais présenter deux directions dans lesquelles on a étendu cette technique avec Martin et Anouk. Alors déjà, on essaie d'aller le plus possible, mais il y a des difficultés techniques assez difficiles dans la direction des solutions multidimensionnelles, bien évidemment. Alors là, on prend la configuration qui correspond à un papier célèbre de physique, enfin célèbre dans la discipline de physique de White et Chen de 72, de Francis Chen qui est bien connu. Et, ah oui, Olivier Lafitte a des travaux complémentaires sur ces modèles. Bon, très bien. Mais là, nous, ce qu'on fait, là, c'est qu'on se rend compte qu'on peut prendre les équations de Maxwell. Voilà, regardez. Donc, en fait, la solution du champ électromagnétique dépend de la variable x. Donc, on a x, y, z. Donc, ça dépend que de x, mais modulé par un facteur exponentiel ikz. Un facteur de Fourier dans la direction z. Tous les coefficients, une nouvelle fois, ne dépendent que de x. Et ça donne lieu à un modèle que les physiciens regardent, puisque voilà, on écrit le modèle comme ça. Ce n'est pas très compliqué, hein. Il y a une matrice n qui apparaît. Maintenant, ça devient vectoriel quand même. Mais ce qu'on voit surtout, c'est que quand k est nul, le système se diagonalise, est diagonale, la matrice de couplage là, est diagonale, et donc on a deux systèmes découplés. Et quand k est non nul, ça donne lieu à ce que les physiciens appellent du couplage de mode, pour faire simple. C'est ce que je comprends comme étant le couplage de mode. Et donc la question, c'est la première question qu'on s'est posée, c'est est-ce qu'on peut généraliser la méthode dont j'ai parlé à ce cas-là. Alors, je vous donne tout de suite la fin de l'histoire, la réponse est oui. D'accord ? Mais ce qui est intéressant, il me semble, c'est qu'en plus, on a réussi à remettre le problème général dans un cadre fonctionnel classique, ce qui permet de bénéficier de toute une technologie, disons, standard. Alors, bon, c'est un peu la même histoire. Il faut commencer par regarder à quoi ressemble la matrice n, les propriétés de la matrice n, qui sont évidemment héritées des propriétés du tenseur diélectrique. Donc en U égale à 0, c'est une matrice hermitienne. Et quand nu est non nul, ça rajoute en gros de la dissipation. Et vous pouvez regarder que quand nu égale à 0 et que x égale à 0, c'est une matrice de rang 1. C'est ça le point essentiel. Voilà. Je crois que c'est plus ou moins ce que j'ai écrit là. Hein, voilà. Quand nu égale à 0, et x égale à 0, pardon, et x égale à 0, c'est une matrice de rang 1. Donc là, c'est n0 de 0. C'est dissipatif parce qu'on peut vérifier certaines inégalités. Et donc, on peut écrire certaines formulations faibles. Attention, pour des fonctions thèse bien choisies, qui annulent la matrice. Hein. Donc, c'est exactement ce que je fais là. Voilà. Donc, je prends une fonction thèse dans cet espace qui annule la matrice. Donc on va dire, ça veut dire que les W, c'est des fonctions de H1 carré. Et comme là, vous avez une matrice de rang 1 qui annule, disons qu'il y a une condition. Il y a une condition d'annulation. Il n'y en a pas deux, il n'y en a qu'une. Bon, très bien, vous pouvez l'écrire. Ensuite, vous construisez les fonctions manufacturées. Donc là, c'est laborieux. Disons, c'est la partie un peu lourde de la méthode. On prend les solutions singulières et on se débrouille pour vérifier qu'en les jetant dans le système inhomogène, on peut fabriquer des solutions de référence qui sont solutions, là c'est écrit sous la forme initiale du premier ordre, mais avec des seconds membres qui sont bornés uniformément dans L2. Il faut vérifier. Bon, moi, je ne fais pas les calculs, évidemment. Et maintenant, alors là, il y a une autre idée que, bon, ça c'est l'effort qu'on doit faire pour rentrer dans un cadre classique, en tout cas, c'est qu'en fait, la comparaison avec la technique, avec la relation intégrale de type Poynting, on peut l'introduire d'une autre manière. Ce qu'on peut faire, c'est calculer la différence, faire un bilan d'énergie de Poynting entre la solution de notre système et les fonctions manufacturées, mais qui sont connues, elles, mais modulées par un facteur S, qui est un complexe quelconque, qui est inconnu, bon, très bien. Et on peut vérifier que si U est solution, on peut tout réintégrer dans l'autre sens, ce qui fait que cette affaire-là est positive ou nulle. Et alors ça, c'est très intéressant parce que vous remarquez que ça, du coup, ça devient une fonction quadratique de l'inconnu et du paramètre S, et qu'en quelque sorte, si S était bien choisi, ça voudrait dire que SW1 explique au mieux la singularité de U. Donc c'est un peu l'idée qui est derrière. Et on peut chercher donc à minimiser
cette fonctionnelle qui exprime, disons, un principe de comparaison au niveau énergétique à la singularité pour ces solutions singulières, mais sous la contrainte que le champ électromagnétique est partout où il peut l'être, solution classique des équations de Maxwell. Donc ça revient à... Bon, bah, c'est très classique, hein, donc on a une fonctionnelle à minimiser, une contrainte. On écrit, là on peut passer à la limite sur J+, il n'y a pas de problème, vous pouvez vérifier, là tout passe à la limite. Bon, il faut vérifier. Et donc on a un Lagrangien, et on écrit les équations de l'Air-Lagrange. Et voilà, donc c'est ça qu'on a fait. Donc on écrit maintenant les équations de l'Air-Lagrange, associées à ce que je viens de faire. Donc en gros c'est la même idée, mais remis dans le... Voilà. Et alors bah, la bonne nouvelle qu'on a vérifiée avec Martin Hanouk, mais je crois que Patrick nous avait un peu soufflé de regarder dans cette direction, c'était que, c'est que la théorie classique de type Babus-Cabrizzi, disons pour faire simple, donne le cadre fonctionnel, dit exactement ce qu'il faut vérifier pour vérifier que ce problème est bien posé, et donc on le fait, et puis on vérifie que c'est bien posé, et puis on attend tout. OK ? Très bien. Et donc voilà, donc en fait ça, on a... Voilà. Alors maintenant, j'en profite pour vous présenter quelques résultats numériques. Ça... Donc c'est des résultats de comparaison numérique. Hein. Donc on a repris la solution de Whittaker dont on a parlé, et donc qui est correctement définie à gauche et à droite de x égale à 0. On la complète par la relation intégrale qui caractérise ce qui est transmis d'une certaine manière entre la gauche et la droite. Et donc comme ça, on peut construire une solution analytique avec un jump ici, un saut, enfin pas un saut, mais disons une rupture de pente qui est parfaitement calculée analytiquement. D'accord ? Et donc on a une solution analytique. Et on regarde ce que fait un calcul classique d'éléments finis avec un certain maillage et un paramètre de friction, disons physiquement réaliste pour faire simple, donc tout petit. Et on se rend compte que la solution numérique est complètement fausse par rapport à la solution analytique pour ce maillage donné. Et la raison, c'est qu'il y a une compétition entre le delta x du maillage et le petit paramètre, et ça se passe très mal. Et que pour notre méthode, maintenant, on peut calculer exactement, avec peu de frais, disons, exactement, avec une précision très élevée et peu de frais numériques, la solution exacte. Et ça, c'est une reconstruction en 2D quand un kz est variable. Donc vous pouvez voir à quoi ressemble la solution, c'est un peu étonnant. Ça fait des solutions physiques qui sont, disons, en quelque sorte, des ondes classiques à droite, et puis comme il y a des conditions de saut très, très violentes, on ne voit plus grand-chose qui se propage à gauche. Alors ça c'est un truc que je trouve vraiment très, très... Enfin, dans un seul transparent, il va y avoir beaucoup d'informations. En fait, on va calculer là maintenant, avec la méthode dont j'ai parlé, on va faire des comparaisons, on va essayer de calculer le chauffage résonant. Alors le chauffage résonant, d'un point de vue physique, c'est extrêmement intéressant. Ça consiste à dire, regardons ce qui se passe dans ces équations de Maxwell quand nu tend vers 0, quelle est la valeur limite de la dissipation d'énergie, de l'énergie qui est perdue. Alors je vous rappelle qu'on a un modèle, c'est les équations de Maxwell, on modélise les électrons, et il y avait un terme de dissipation d'énergie, le moins nu. Et cette dissipation d'énergie, en gros, c'est la friction, donc c'est la friction des électrons sur les ions. Donc en fait, la dissipation d'énergie, il faut la comprendre comme étant l'énergie qui est gagnée par les ions. Donc en fait, vous êtes en train de chauffer le plasma. Donc vous êtes en train d'avoir une onde électromagnétique, il y a des transferts énergétiques entre la partie champ électromagnétique et la partie énergie, vitesse des électrons, et tout ce qui est perdu, il faut le comprendre, c'est étant gagné par les ions. Vous êtes en train de chauffer le plasma. Donc on fait ce calcul. Alors en temporel, ça donne ça, et en fréquentiel, c'est bien connu que tout calcul fait, c'est la partie imaginaire du tenseur diélectrique appliqué au champ électrique en produit, disons, hermitien avec E nu. Tout ça, c'est des complexes. Oui, j'ai oublié de le dire. Bon, très bien. Mais maintenant, il faut se rappeler que epsilon nu, moralement, c'est epsilon 0 plus I nu identité. Donc là, en fait, tout ça, c'est comme si vous aviez nu fois E nu au carré. Donc c'est ce qui est écrit là. Et on regarde juste la composante principale, parce qu'il n'y a pas besoin de regarder les autres. Mais E1, on a vu que c'est quelque chose qui est 1 sur Rx plus I nu, à des termes négligeables près, enfin disons d'ordre plus bas. Et donc il faut faire ce calcul pour connaître la valeur limite de la dissipation d'énergie. Mais évidemment, nu tend vers 0, mais E1, lui, il tend vers plus l'infini localement, parce qu'il est en 1 sur X. Et donc, évidemment, il est tout à fait possible donc il faut regarder. Alors on regarde, et on se rend compte, E1 à peu de choses près, c'est des constantes I delta de 0 et 2 de 0, et disons la valeur locale en 0 de la deuxième composante du champ, donc on peut la sortir du calcul si on veut. Et là, on a une magnifique intégrale de
de nu sur Rx carré plus nu2, et on reconnaît évidemment la formule de l'arc tangente, et donc ça fait ce magnifique pi qui sort. Et donc vous avez une valeur limite du chauffage qui est strictement positive. C'est ça qui est vraiment intéressant. Alors les physiciens sont très contents de cet effet-là, évidemment, puisque ça leur permet de communiquer de l'énergie au plasma. Et alors si on compare la méthode classique des éléments finis dont j'ai parlé, et disons la discrétisation de notre méthode, on se rend compte, alors je ne vais pas aller plus vite, mais que notre méthode capture tout de suite, immédiatement, avec très peu de maillage, très peu de points de maillage, la valeur du chauffage, alors que des méthodes d'éléments finis classiques, comme il y a une compétition de mauvais goût entre delta X et nu, il faut capturer des solutions singulières. Les méthodes d'éléments finis classiques, elles n'aiment pas du tout ça, et donc elles demandent énormément, elles peuvent demander beaucoup de points de maillage pour vous donner une valeur correcte du chauffage résonant. Ça, c'est très intéressant. Enfin, moi, je trouve ça très intéressant. Très bien. Pour aller plus vite, je saute ça, mais bon, voilà, okay, très bien. Et je vais terminer en présentant ce qu'on peut dire vraiment en 2D. Alors, vraiment en 2D, alors là, on a une vraie difficulté, c'est que les ouvrages de physique des plasmas sont essentiellement muets sur la zoologie des solutions des équations de Maxwell en 2D quand il y a une singularité hybride. Et donc, il a fallu qu'on comprenne un peu ce qu'on pouvait faire. Alors voilà, je vous présente voilà, ce qui se passe. Donc, on se met en 2D maintenant, on reprend le problème, mais véritablement en 2D, c'est-à-dire que les coefficients, c'est-à-dire que les inconnus de notre système vont dépendre de x et de y. D'accord ? Mais c'est encore le bloc x qui est le bloc dangereux, les équations de Maxwell. Les coefficients alpha vont dépendre de x et de y. Alpha, c'est toujours pareil, la partie diagonale, il y aura un damping par nu, et delta, la partie extra-diagonale. Et on va faire l'hypothèse, pour simplifier la vie, on va réaliser l'équation dans le plan complet, que alpha s'annule sur une ligne résonante qui sépare donc la partie droite et la partie gauche. À gauche, alpha est négatif, et à droite, alpha est positif. Et delta est uniformément positif, dirons-nous, et borné. Mais ce qui se passe, c'est que pour autant, les coefficients peuvent dépendre de x et de y. D'accord, hein ? Donc la question, c'est est-ce qu'il se passe la même chose ou est-ce qu'il se passe quelque chose de différent ? Est-ce qu'il suffit de faire Fourier dans la direction y pour avoir tout le mécanisme ? C'est ce qu'on va voir. Alors en fait, on s'est rendu compte, de manière qu'on est très très surpris, qu'il se passe quelque chose de nouveau et que la zoologie locale des solutions de référence, et donc in fine de ce qu'on pense être les solutions, est beaucoup plus compliquée. Alors en fait, il y a la raison principale, c'est une façon de le présenter, la raison principale, c'est quand on regarde les équations de Maxwell en multi-D, il faut faire attention à la condition de divergence de E égale à 0. Mais là, on a un tenseur, donc maintenant, c'est divergence de epsilon E égale à 0. Et quand nu est strictement positif, vous pouvez écrire divergence de epsilon nu, E nu égale à 0. Il n'y a aucun problème. Sauf que le vecteur qui est là, qui est le produit de cette matrice par vecteur, enfin, ou de ce vecteur par cette matrice, vous devez regarder à quoi ça ressemble. Alors, pour le bloc de 2 dont on vient de parler, ça ressemble à ça. Donc, sur la diagonale, vous avez toujours alpha plus i nu, donc en x égale, enfin, là où alpha va s'annuler, bon, cette partie diagonale, est, même si vous avez un E1 qui est en 1 sur x, c'est pas trop gênant, ça. E2 il va être condamné à être régulier, donc il ne va pas être trop gênant. Mais là, c'est la catastrophe, parce que là, vous avez un I delta sur E1, et E1, on a vu que depuis le début, c'est quelque chose qui explose en 1 sur x. Et delta, il est non nul. Donc ce truc-là, il n'est sûrement pas dans L... Alors, si, il est dans L2 log, mais pas uniformément nu. Il n'est pas dans L2 log uniformément nu. Donc cette estimation ne sert strictement à rien pour passer à la limite. Alors, on a quand même essayé de l'utiliser, mais ça n'a pas marché du tout, évidemment. Alors, ce qui est assez miraculeux, c'est qu'en faisant un petit calcul de coin de table, on se rend compte qu'il y a une autre relation de type divergence, enfin je dis miraculeux, je ne sais pas si c'est miraculeux, mais enfin c'est la nature des équations, qui prédit qu'un autre champ, alors je vais faire l'hypothèse que B3 est dans L2 uniformément nu, que E2 est dans L2 uniformément nu, et que E1 explose comme en 1 sur x, où x est la première composante, on est en 2D, x et y. D'accord ? Et si vous regardez ce qui est écrit là-dessous, si vous voulez on va faire le calcul après, eh bien, on se rend compte que ça prédit que alpha plus i nu, E nu, bon ok, ça c'est bien, dans L2 uniformément nu, mais là, il y a un terme supplémentaire, moins B3, et là, vous avez le rotationnel, 2D d'une quantité 1D, bon très bien, donc c'est un vecteur, ça, et ça c'est non nul si le coefficient delta a des variations en x et en y en particulier. Et donc en particulier, ça donne un nouveau terme,
Et on se rend compte que on s'est rendu compte que quand on a dérivé nos solutions manufacturées, eh bien, les seuls qu'on pouvait... est-ce que j'ai le temps de... Bon, le calcul est simple. Donc en gros, écoutez, je vous explique, c'est facile. Hein. Vous partez de ce système-là, vous isolez E1 et E2, parce que E1, c'est 1 sur I delta fois quelque chose, et E2, c'est 1 sur I delta fois... Bon, bah, ok, très bien. Et E1 et E2, vous les reportez dans la première équation. Vous faites tous les petits calculs, d'accord? Et quand vous faites tous les calculs, vous vous rendez compte qu'il va y avoir un terme qui va être le rotationnel de 1 sur I delta fois le gradient de B3. Ce terme-là est méchant. Mais on est en 2D, ça c'est la même chose, je crois qu'il faut enlever le signe, un truc comme ça, que le rotationnel, enfin pas enlever, il faut le changer surtout, B3, 1 sur I delta. Et donc ça, quitte à faire une rotation à 90 degrés bien choisie, c'est la divergence de, alors je ne sais pas très bien, je mets plus ou moins pour montrer qu'il faut vérifier les calculs. Bah oui, donc là c'est la rotationnelle. C'est le rotationnel maintenant. Et c'est de là que ça vient. Okay, et donc il y a un effet multi-D. En tout cas, quand on regarde le... Voilà. Et qu'est-ce qu'on a réussi à faire? Donc, voilà, donc on a cherché à construire les solutions manufacturées. Et on a réussi, voilà, très bien. Mais donc voilà, maintenant, delta, je vous rappelle. Donc en fait, les variations en Y de alpha ne vont pas jouer. Mais les variations en Y de delta jouent énormément. Alors sous quelle forme? Vous prenez delta de 0 et de Y, vous l'appelez sigma de Y, c'est une fonction qui ne dépend que de la variable Y, le long de l'interface. Et vous faites tous les calculs et vous vous rendez compte, vous pouvez construire une solution manufacturée à condition d'introduire ce terme de phase. Alors c'est un terme qui est vraiment méchant parce que là vous avez R de Y c'est la dérivée de alpha qui est non nulle, R de YX plus I nu, à une puissance complexe. Et bon, ok, donc c'est la puissance complexe d'un complexe, donc il faut revenir à ces petits cours de calcul dans le plan complexe, d'accord? Et quand nu tend vers 0, alors voilà, donc si delta est uniforme, sigma prime est nul, et donc ça vaut tout le temps 1, et donc il n'y a pas de terme nouveau. Mais si delta est variable, sigma prime est non nul, et vous avez un nouveau terme. Alors, je vous montre à quoi ça ressemble. Alors, il faut faire les calculs. Hein. Très bien. Et donc, si on reporte tout, et qu'on met dans la partie, dans la composante disons, qui est normale à l'interface, à la ligne de singularité hybride F1, donc en gros, F1, c'est E1, donc c'est comme EX, d'accord, hein? Eh bien, on voit apparaître des 1 sur X, pour faire simple, disons, très bien. Et le nouveau terme en rouge est hautement oscillant dans la direction Y, et en plus, il y a un terme de saut dans la direction X. Donc en fait, c'est la singularité précédente multipliée par un terme de phase le long de l'interface et par un terme de saut au travers de l'interface. Voilà. Et donc là, on représente numériquement le log. Donc le log, ça vous permet de voir la phase. Donc là, vous avez les lignes du cosinus là, que vous pouvez identifier. Et comme il y a un log, elles se rejoignent toutes. Et puis, on a pris delta égale y2 plus 1. Donc la dérivée de delta, c'est 2y. Donc c'est ça qui fait donner au 2y. Et puis là, vous avez quelque chose qui est en 1 sur x. Et comme vous représentez le module, qu'est-ce que vous voyez à l'écran? Qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez en fait ce saut, le saut entre la partie gauche et la partie droite, vous voyez. Enfin voilà. Très bien. Bon, et donc à partir de là, ces solutions manufacturées, on peut les construire en 2D, on peut fabriquer des grands problèmes variationnels, mixtes, ou disons qu'on ces structures-là. Qu'est-ce qu'on fait? On écrit les équations de Maxwell, sous une forme ou sous une autre, sous une forme faible. On prend des fonctions test qui nous permettent de donner un sens à l'intégrabilité de tous les termes. Et alors du coup, ces fonctions test se doivent de s'annuler ou certaines composantes à la singularité. Et on complète par autant de relations intégrales qu'on peut écrire et dont on a besoin pour essayer de donner un sens au système final. Voilà, très bien. En tout cas, là maintenant, on peut le faire. D'accord. Ce qu'on n'a pas fait, alors, il y a deux commentaires à faire. Bon, premièrement, on n'a pas encore démontré que c'était bien posé. Bon, ça, c'est le travail qui est en cours. Mais disons, de mon point de vue, on est vraiment dans la bonne direction, mais bon, très bien. Mais alors là, il y a un commentaire, je pense, qui est vraiment important, c'est que
ces relations intégrales, qu'est-ce que c'est? Donc d'habitude, dans les équations de Maxwell, on dit, bah, c'est facile, les équations, enfin, je ne dis pas que c'est facile, mais les équations de Maxwell, on dit, on va prendre des champs qui sont dans H-Rot ou dans H-curl, en anglais, dans H-Rot, et puis on va écrire, par exemple, des conditions de transmission, des conditions d'interface, qui sont que le saut, par exemple, de certaines composantes tangentielles est nul, et les composantes tangentielles ont un sens naturellement en tant que fonction de H-1,5 sur l'interface. Ici, on ne peut absolument pas le faire. Il faut vraiment tout reprendre à partir de 0, mais grâce aux solutions manufacturées, on peut écrire des relations de saut maintenant sous forme intégrale et pas sous forme trace, qui permettent au moins disons, de commencer l'analyse. Et on a vu que déjà en 1D ou avec des termes de Fourier dans la direction Z, les choses se passaient bien. Donc voilà. On a assez parce que donc, les conditions de transmission, ouais. Ouais. Et quand tu prends ces conditions intégrales, il faut suffisamment de solutions. Voilà, alors c'est exactement. Alors, l'analyse mathématique qu'on a faite, elle était en dimension 1, n'est-ce pas? Enfin, les théorèmes que j'ai dit en dimension 1. Donc en dimension 1, c'est facile parce qu'on ramène tout à des EDO, on compte, et bon, bah voilà, on compte ce qu'il faut. Et en dimension 2, il faut un peu plus de. Il en faut beaucoup. Et donc c'est exactement ça. Je reviens d'un cran en arrière. Hop là, pardon. Les fonctions manufacturées, elles ont une certaine forme en X et en Y, et en plus, où est-ce qu'elles sont? W, et en plus, il faut mettre une fonction de cutoff. On peut les écrire avec une fonction de cutoff dans la direction Y. Exactement. Donc en fait, là, il y en a une infinité. Donc j'ai dit qu'il y en a deux, pardon. J'en dis qu'il y en a deux. Bon, très bien, très bien. Mais for one smooth cutoff function, et pour toutes les fonctions de cutoff dans la direction Y. Donc c'est un espace de dimension infinie. Et c'est pour ça qu'il faut maintenant véritablement qu'on reprenne toute la théorie des estimations a priori sur les équations de Maxwell, par exemple, pour donner un sens à tout ça. Mais enfin, bon, ok. Au moins, on a écrit les équations du problème limite, ce qui est déjà pas mal. Voilà. Donc, c'est le temps d'arrêter. Ouais, très bien, parfait. Et voilà, donc ça permet. Donc, la méthode des solutions manufacturées, c'est un nouvel outil qu'on a développé en complément d'autres outils qu'on avait déjà regardés, mais qui permet de donner un sens variationnel à ces solutions limites et ces solutions singulières, et qu'on arrive à calculer, et en plus, on arrive à faire du calcul numérique, pardon, et en plus, c'est des objets assez robustes, c'est-à-dire qu'à la fin, on a des formulations où toutes les inconnues, tout est de carré sommable, on peut le discrétiser. Ah ben, c'est ce que je dis ici. Mais c'est sûr que si je reviens en arrière, on a évidemment évacué le problème des vraies conditions au bord, qui sont des conditions au bord non linéaires pour la physique, et donc là, il y a encore énormément à faire. Il faut revenir sur tout ça. Voilà, donc je termine là. Merci bien.